Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate et je suis avec Jean-Marie Colombani, cofondateur du site. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Hélène. Meilleurs vœux à tous les deux. C'est notre premier épisode de 2026 et cette année a débuté par un événement majeur qui fracasse la scène internationale, l'enlèvement du président vénézuélien par les États-Unis. Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier, les forces spéciales américaines ont capturé Nicolás Maduro et son épouse à Caracas, capitale du Venezuela. Elles les ont exfiltrées vers New York, où le président vénézuélien a été incarcéré dans une prison fédérale. Donald Trump a justifié cette opération en accusant Nicolás Maduro de complot narco-terroriste. Le président américain a ensuite expliqué que les États-Unis allaient diriger le Venezuela dans l'attente d'une transition sûre. Nicolás Maduro, lui, a été présenté à un juge américain ce lundi 5 janvier. Il a plaidé non coupable. Il restera en prison jusqu'à une prochaine audience le 17 mars. Alors, Alain, Jean-Marie, tout ça ressemble à un film hollywoodien. Ça n'en est pas un, et pourtant, tout semble s'être déroulé avec une facilité déconcertante. Une reddition sans résistance du président, la vice-présidente qui assure l'intérim dès le lendemain, le reste du monde qui est certes sonné, mais même pas forcément outré. C'est comme sur des roulettes, en fait, pour Donald Trump. En tout cas, c'était comme un show télévisé, comme une série télévisée, puisqu'il a dit lui-même qu'il avait assisté aux événements comme s'il était devant une série. Et donc, on est bien là dans la mise en scène chère à Donald Trump, où tout passe par le prisme, en effet, des médias, de la télévision. Donc, ce qui est frappant, et ce qui pose question d'ailleurs, c'est que le raid américain, dont tout le monde salue à la fois la qualité, le peu de temps qu'il a fallu pour atteindre les objectifs, ainsi de suite, c'est quand même quelque chose qui était comme à l'entraînement. Et donc, sans obstacle sur la route des hélicoptères, sans obstacle sur la route du commando, ainsi de suite. Et donc, si bien qu'un certain nombre d'observateurs aux États-Unis se demandent s'il n'y avait pas eu avant ce raid américain, au moins des discussions ou des négociations, peut-être même, entre certains membres de la junte, enfin de ceux qui accompagnent normalement Maduro, et les États-Unis. À preuve, d'ailleurs, le rôle et la place de la vice-présidente, c'est-à-dire de la numéro 2 du régime, qui prend les rênes avec manifestement le feu vert des autorités américaines. Donc il y a un part de petits mystères ou de mystères qui sera certainement levé dans les jours qui viennent, mais où on peut se dire, est-ce que tout ça a été remarquablement préparé, certes, mais est-ce que dans la préparation, il n'y avait pas aussi une part du renseignement et de liens créés avec un certain nombre de personnalités du régime qui font que ça s'est passé sans coup férir? Alain Frachon, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump a commis un coup d'État ou un coup d'État avec des complicités, comme ce qu'explique entre les lignes Jean-Marie Colombani? Il faut ajouter à cette description le fait que l'aviation américaine embarquée ou bien venant même directement des États-Unis, 150 aéronefs, il y a eu les drones aussi, ont été engagés avec pour mission qu'ils ont accompli de décimer la défense antiaérienne qu'il y a à Caracas et qui a été mise en place par les Russes, alliés très proches du régime de Nicolás Maduro. D'après le ministre de la Défense, qui est un militaire, il y a eu 44 morts dans ces bombardements, 44 morts dans l'armée vénézuélienne dans ces bombardements. Ensuite, on peut ajouter aussi, corroborant cette idée qu'il y a eu des complicités intérieures, on peut ajouter le fait que Caracas, la capitale, a été plongée dans le noir avant même l'attaque américaine. Donc il y a des gens sur place qui ont débranché l'électricité, à moins que l'électricité dépende d'un réseau qui est sur ordinateur et qu'une attaque dans le cyberespace a mis KO le réseau électrique pendant quelques heures. Donc il reste encore effectivement des points d'ombre. Il semble aussi que, toujours d'après les journaux américains, que la protection rapprochée de Nicolás Maduro et de sa femme, il habite dans une enceinte, une sorte d'enceinte de caserne, si vous voulez, où il y a une villa pour le président avec des portes blindées. Il y a eu des morts dans sa protection rapprochée également. Il faut savoir aussi que le Hezbollah libanais, les gardiens de la révolution iranienne sont très présents
dans l'appareil de sécurité vénézuélien. Alors, voilà ce qu'on peut dire pour compléter ce que disait Jean-Marie sur le raid. Ensuite, naturellement, l'idée de complicité, elle est corroborée par le fait que Trump a dit lui-même dans la conférence de presse, c'est la vice-présidente qui va assurer Madame Rodriguez, Delcy Rodriguez, qui est la fille d'un célèbre guérillero, que Madame Rodriguez donc a été, conformément à la constitution du Venezuela, si tant est que ça a un sens, ce légalisme, a été nommée chef de l'État par intérim. Et Trump a dit, elle va nous obéir et elle va faire ce qu'on lui demande de faire. Alors sur place, les premières déclarations de Madame Rodriguez sont évidemment très anti-américaines, très anti-impérialistes, très fidèles à Maduro, mais ça ne veut rien dire. Les jours ou les semaines qui viennent confirmeront cette idée possible d'une complicité au plus haut niveau de l'appareil d'État et de l'appareil sécuritaire vénézuélien. C'est tout à fait possible, bien sûr. Et on peut ajouter comme élément supplémentaire le fait que à aucun moment le président Trump ou les ministres qui l'accompagnent ne font référence à celui qui avait gagné l'élection présidentielle, laquelle avait été captée par Maduro, donc qui était l'opposant principal et qui était en principe celui qui était majoritaire au Venezuela, dont il n'est aucunement question, pas plus qu'il n'est question de la prix Nobel de la paix, qui est aussi une opposante à Maduro et qui manifestement n'entre pas dans les plans américains. Ce qui entre dans les plans américains, c'est la vice-présidente et c'est malgré tout un tissu d'administration et de politique qui sont quand même l'ancien régime. Il faut bien comprendre qu'il y a eu des élections au Venezuela à peu près libres dans la mesure où il peut y avoir des élections libres dans un pays qui relève de la dictature, d'une dictature assez classique, latino-américaine. Il y a eu des élections. Elles ont été gagnées par l'opposition. L'opposition a été capable de prouver qu'on vote par des machines, que le résultat qu'avait enregistré, et l'opposition a pris les enregistrements de ces bureaux de vote, l'opposition a prouvé qu'elle avait remporté cette élection en 2024. Alors, naturellement, celle qui dirige l'opposition, Maria Machado, qui a eu le prix Nobel de la paix, comme l'a rappelé Jean-Marie, n'a pas pu se présenter. Elle se cache, elle vit dans la clandestinité, elle a pu aller à Oslo recevoir son prix Nobel, mais tout ça dans la clandestinité. Et donc, les opposants se sont mis d'accord pour présenter un ancien diplomate, une sorte de sage, si vous voulez, Edmundo González, et c'est lui qui a remporté l'élection. Donc, un président élu, c'est Edmundo González. Jamais, comme le disait Jean-Marie, jamais Trump n'a fait allusion à Edmundo González, ni dans sa conférence de presse immédiate, ni dans les propos qu'il a tenus dans l'avion qui le ramenait de Mar-a-Lago à Washington. En revanche, il a parlé de Maria Machado pour la dénigrer, pour dire du mal d'elle, pour dire qu'elle n'a aucune expérience politique et qu'elle serait incapable de gouverner le Venezuela. Voilà ce qu'il a dit sur Maria Machado, prix Nobel de la paix, chef de l'opposition et qui vit dans la clandestinité au Venezuela. Pourquoi cette détestation? Pourquoi ce flot d'injures? Vous pouvez, là, on peut donner une explication qui relève peut-être de la psychologie de bazar, mais vous pouvez penser qu'elle a eu le culot, Maria Machado, d'accepter en 2025 le prix Nobel de la paix qui devait, selon Trump, lui revenir à lui, Donald Trump. Donc, vous voyez, voilà la situation. Il enlève le dictateur, il ne fait aucunement allusion à de prochaines élections, il ne relève même pas qu'il y a un président légitime, M. González, et il dénigre la chef de l'opposition. Oui, et puis en plus, ce ne sont pas des raisons politiques qui sont invoquées par Trump pour justifier cette opération. Il n'a pas dit qu'il s'agissait de renverser une dictature, etc., même si c'est la raison pour laquelle certains à l'international se réjouissent malgré tout de la chute du dictateur Maduro. Ce que dit Donald Trump, c'est que ce président, a organisé du trafic de drogue, du trafic de cocaïne, a inondé les États-Unis. Enfin voilà, ce sont les accusations de narcoterrorisme qui ont été invoqués après par ce juge à New York. Ce que dit aussi Donald Trump, il ne s'en cache guère, c'est que c'est pour des raisons économiques liées au pétrole que cette opération a eu lieu.
En tout cas, la grande question de tout ça, c'est quand même quelle est la légalité de cette opération, parce que Trump n'avait pas consulté le Congrès américain, et c'est ça qui agite les États-Unis en ce moment. Est-ce que Trump avait le droit de mener cet enlèvement, ce qui est quand même un enlèvement de chef d'État étranger? Il y a tout un débat aux États-Unis sur la légalité de l'entreprise. Il y a un débat sur la légalité extérieure, c'est-à-dire est-ce que c'est conforme, évidemment non, au droit international. Et il y a un débat sur la légalité interne, c'est-à-dire est-ce que le président peut décider cela sans même avoir informé le Congrès, alors même que manifestement des patrons des grandes entreprises pétrolières américaines avaient été prévenus. Et aucun élu, ni sénateur, ni député ne l'avait été. Et donc, dans ces conditions, impossible d'obtenir l'aval du Congrès ou même l'information du Congrès. Il y a un précédent dans l'histoire récente aux États-Unis, c'est l'arrestation du président du Panama, Noriega, qui était lui dans la même situation que Maduro finalement, qui a été capturé après une intervention militaire, qui a été transporté aux États-Unis et condamné à 45 ans de prison pour trafic de drogue. Il était d'ailleurs notoirement un élément clé de la plateforme de distribution de la drogue aux États-Unis. Et sur la captation de Noriega, il y avait eu déjà un débat aux États-Unis sur la légalité de ce type d'opération, et un certain nombre d'experts considéraient que le FBI, en tant que administration dédiée à lutter contre le crime organisé, était en droit de poursuivre les gens qui le pourchassent. Et donc Noriega en faisait partie, donc on pouvait argumenter et dire mais finalement ça rentre dans le cadre des attributions de nos agences de sécurité que d'aller au bout d'un processus qui consiste à les identifier puis ensuite à essayer de les arrêter, les mettre en prison. Et donc, je pense que ce précédent Noriega va peut-être, dans le débat, en tout cas, servir la cause de Donald Trump. En revanche, la légalité extérieure, à mon avis, elle n'existe pas. Je pense que personne ne peut discuter de ce point, à moins qu'Alain ne soit pas de cet avis, je ne sais pas. Je crois que sur le plan de la légalité intérieure, l'argument qui a été invoqué est le même que pour Noriega en 1989, lorsque le président Bush père a lancé cette opération contre le Panama, qui a fait pas mal de morts parce que l'armée panaméenne a résisté, et donc qui a fait pas mal de morts aussi dans la population civile. Alors, Noriega n'était pas président. Noriega était un dictateur qui avait pris le pouvoir, un militaire qui avait pris le pouvoir, qui, lorsqu'il était d'ailleurs jeune, avait collaboré avec la CIA, les services de renseignement américains, mais ensuite était devenu véritablement un des chefs du narcotrafic régional. Comme le rappelait Jean-Marie, l'opération a été lancée. L'armée a obéi, si vous voulez, à un mandat que le FBI avait émis, un mandat d'arrêt contre Noriega, avec un juge qui avait aussi procédé à une inculpation. Là, c'est la même chose. Il y a une inculpation qui date d'ailleurs de 2020 d'un tribunal new-yorkais contre Nicolás Maduro pour trafic de drogue contre lui. On a rajouté une autre inculpation contre sa femme, Cilia Flores, qui a été aussi kidnappée enlevée la semaine dernière par les États-Unis. Le chef de l'état-major de l'armée américaine a dit que la procédure avait été respectée et que le Pentagone, il faut qu'il ait un ordre, et que le Pentagone a agi afin de procéder à l'arrestation de quelqu'un recherché par le FBI aux États-Unis. Bon, tout ça, c'est du formalisme juridique, ni sur le plan interne, je pense, ni même sur le plan international, cette opération n'a la moindre légalité. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez, Hélène, c'est de revenir sur les trois motifs qu'a évoqué Donald Trump, et d'une certaine manière, par ordre de priorité. Les motifs, c'est la drogue, un pays qui est responsable de migration massive aux États-Unis, et enfin, le pétrole. Et au fond, c'est presque du pétrole qu'il a le plus parlé. Alors, de quoi parle-t-on, justement? On parle d'un pays, le Venezuela, qui est plus grand que la France, à peu près un tiers de plus que la France. Il y a des montagnes, la côte atlantique, etc. 30 millions d'habitants, donc c'est pas un petit pays comme le Panama, si vous voulez. Et c'est un pays donc qui ressemble plus, dans cette configuration-là, à ce qu'a pu être l'Irak, à ce qu'était l'Irak en 2003, lorsque Bush Junior a attaqué l'Irak. Donc un pays de 30 millions d'habitants, plus grand que la France, avec des montagnes qui peut très bien abriter des guérillas, qui abrite d'ailleurs une guérilla colombienne le long de la frontière avec la Colombie, et qui possède sans doute les premières réserves de pétrole du monde, c'est-à-dire 17%
des réserves de pétrole mondiales connues. Il en exploite très peu, puisque les puits, les installations pétrolières et de forage sont très anciennes, il n'y a pas eu d'investissement depuis une vingtaine d'années, et donc il en exploite très très peu de son pétrole, principalement à destination de la Chine et sans doute de Cuba. Il y a eu 2 vagues de nationalisation du pétrole vénézuélien, une en 1976 et une par Hugo Chavez, le prédécesseur et l'inspirateur de ce régime, le prédécesseur de Nicolás Maduro. Effectivement, ce pétrole avait été détecté, était exploité par les sociétés américaines qui n'ont pas été indemnisées. Et donc, Trump a dit c'est du vol, ils nous doivent de l'argent. Et puis, ils nous doivent aussi de l'argent parce qu'ils ont envoyé des millions de migrants chez nous. Et c'est vrai que depuis ce régime, cette dictature chaviste, il y a eu à peu près 8 millions de Vénézuéliens sur 30 millions, c'est beaucoup, qui ont dû fuir le pays pour des raisons pour des raisons économiques et politiques. Il y a des milliers de prisonniers politiques depuis les élections de 2024. Et puis il y a la drogue. Là, les experts sont plus sceptiques. Il est possible que Maduro ait été un des patrons du narcotrafic. En tout cas, ça va main dans la main. Le Hezbollah au Moyen-Orient est un des responsables du narcotrafic. On peut imaginer toutes les transactions possibles avec ces gens-là. Et donc, bon, c'est possible, mais la plupart des experts disent que la cocaïne fabriquée au Venezuela serait plutôt à destination de l'Europe que des États-Unis. Donc voilà ce qu'on dit. Par ailleurs, il y a aussi ce qui fait des ravages, les opioïdes aux États-Unis, le fentanyl. Mais le fentanyl, il est assemblé au Mexique sur la base de composants chinois qui proviennent de Chine, et on n'a pas accusé le Venezuela d'être un grand exportateur de fentanyl. Donc, écoutez, voilà pour la drogue. La drogue, c'est pas très sérieux. Quand on pense qu'il y a moins d'un mois, le président Trump a gracié un ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, accusé par les États-Unis et capturé par les États-Unis avec la collaboration de la police hondurienne et condamné à la prison à vie pour avoir exporté pour 400 millions de dollars de cocaïne aux États-Unis. Ce monsieur-là, chef du narcotrafic, a été gracié il y a 3 semaines par le président Donald Trump. On ne sait pas pourquoi. Reste l'argument du pétrole. Et là, je crois que je vais vous relire des passages de la conférence de presse du président Trump, parce que c'est tout de même extraordinaire d'entendre un président des États-Unis tenir les propos que voici. Et donc, il s'explique, lorsqu'il fait sa conférence de presse, à Mar-a-Lago, autour de lui, il y a le chef d'état-major, il y a le ministre de la Défense, etc. Et puis il y a Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, et en même temps le chef de sécurité du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche. Et alors il dit, voilà, nous allons retirer de ce pays, du sous-sol du Venezuela, une richesse extraordinaire, une richesse étonnante. Et ce sera une forme de remboursement pour tous les dommages que nous a causés ce pays, qui a volé le pétrole qui avait extrait les compagnies américaines et qui a organisé des migrations massives chez nous. Alors, nous allons diriger ce pays. Ça ne va pas nous coûter grand-chose, car l'argent que nous allons retirer du sous-sol va être très, très important. Nous serons intégralement remboursés de tout ce que nous avons perdu au cours de l'histoire au Venezuela. Donc, c'est quand même le président des États-Unis qui dit ça. Et moi, je me souviens d'auditions au Congrès américain, lorsque je suivais ces questions de très près, d'audition au Congrès américain en 2003 pour justifier l'opération en Irak devant le Congrès. Parce que le président Bush Jr., lui, était allé devant le Congrès, devant les commissions de la Défense et des Affaires étrangères, de la Chambre des représentants et plus encore du Sénat. Et il disait, enfin c'était pas lui d'ailleurs qui était, mais c'était le ministre de la Défense, il disait « Nous serons intégralement remboursés grâce au pétrole irakien ». Bon, il n'en a rien été, pour des raisons différentes. Ils n'ont pas été intégralement remboursés. Et au fond, ça a coûté des centaines de milliards aux États-Unis. Et à peu près 15 ans de déstabilisation de toute la région. Mais là, c'est là où, si vous voulez, on se pose plein de questions. C'est quoi l'après Maduro? Parce que les États-Unis disent, nous allons diriger, nous allons gouverner ce pays. Alors à ce moment-là, un journaliste dit au président, mais qui nous?
Et le président se tourne vers Hegseth, le secrétaire à la défense, qui veut qu'on l'appelle maintenant le secrétaire à la guerre, Rubio, le secrétaire d'État, et vers le chef d'état-major. C'est-à-dire, c'est le gouvernement américain qui va gouverner ce pays de 30 millions d'habitants, plus grand que la France, qui va exploiter le pétrole vénézuélien. Quelqu'un va le privatiser. Faudra-t-il que l'armée américaine protège les installations pétrolières vénézuéliennes lorsque les compagnies américaines viendront l'exploiter? Faudra-t-il passer un contrat de protection militaire américaine? Aucune réponse à toutes ces questions qui sont liées. Mais n'oubliez pas que Trump a dit, si la vice-présidente ne nous obéit pas, je n'exclus ni d'envoyer des troupes sur place, boots, il a utilisé l'expression, j'enverrai des bottes sur place s'il le faut, ni même une deuxième vague de bombardement, après celle qu'il y a eu l'autre soir. Et donc, vous voyez qu'on est dans quelque chose qui semble totalement impréparé et qui relève de l'hubris d'un président que plus personne n'ose contredire. Moi, je vous dirais même qu'il faut qu'on rejoue cette scène de la conférence de presse à Mar-a-Lago, avec les têtes d'enterrement qui sont celles de Rubio, du chef d'état-major, et celles de Pete Hegseth, pendant que Trump fait son numéro étonnant sur les richesses du Venezuela qui vont enfin revenir aux États-Unis. Et oui, comme souvent avec Donald Trump, on se demande qu'est-ce qui va se passer après. On voit bien l'acte de force, la démonstration de force qui a eu lieu, mais l'après semble très incertain et bien peu préparé. Et ce sera d'ailleurs ma dernière question. Quel précédent est-ce que ça donne à voir, en fait, cette opération-là? Parce que, voilà, après le Venezuela, pourquoi pas Cuba, pourquoi pas la Colombie, pourquoi pas le Groenland? C'est des question qu'on entend beaucoup en ce moment avec voilà cette menace de préemption américaine du Groenland. Jean-Marie Colombani, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Sur le Groenland, qui est probablement la prochaine étape, puisque c'est ce qu'il dit, et il faut faire attention à ce qu'il dit et à ce qu'il écrit, puisque une partie de la démarche a été consignée dans le fameux document stratégique de sécurité. Donc le Groenland, c'est un peu curieux d'ailleurs, parce que le Groenland est déjà quadrillé par des bases militaires américaines et où les Américains ont une grande base, mais une latitude militaire au Groenland qui est très grande. Et donc, quand il invoque à juste titre le fait qu'il y a de plus en plus de bateaux chinois dans la région, les Américains ont les moyens sur place déjà d'y faire face. Donc on verra ce que ça donne. Ce sera d'ailleurs une mise à l'épreuve de la cohésion européenne, de la façon dont l'Europe pourra se mettre en travers de ce qui serait alors pour le coup assez hallucinant de voir le président d'une alliance s'en prendre à l'un de ses alliés. Ça enclenche des tonnes de questions et surtout une mise à l'épreuve probable de l'Europe si Trump, comme il est probable maintenant, on est obligé d'en tenir compte, va au bout de son envie de conquête du Groenland. Ce qui d'ailleurs ferait, si on part du Groenland et on va jusqu'à la Terre de Feu, c'est vraiment une logique hémisphérique de contrôle et de maîtrise de l'ensemble des destins de tous ces pays. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que je fais référence à un événement que cite souvent Alain dans cette conversation qui nous rassemble et qui est le document stratégique élaboré par Xi Jinping et Vladimir Poutine sur ce qui fonde leur alliance stratégique. Et ce qui fonde leur alliance stratégique, c'est la déconstruction de l'ordre mondial qui est issu de la Seconde Guerre mondiale et donc qui consacre dans l'un de ses points les plus importants la notion de sphère d'influence. Et donc la Chine et la Russie s'accordent pour dire qu'ils ont droit chacun à leur sphère d'influence. Or, ce dont se réclame Trump aujourd'hui sur le Venezuela, c'est exactement la même chose. C'est la notion de sphère d'influence. Donc voilà un président américain qui rejoint dans sa critique de l'ordre pro-américain de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ses pires ennemis, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Et donc voilà un Trump qui vole au secours des plus sûrs ennemis des États-Unis et des plus sûrs ennemis de l'Occident, puisque leur obsession, c'est la déconstruction d'un ordre qu'ils jugent pro-occidental. Et donc Trump est l'allié objectif dans cette affaire de zone d'influence de gens dont il devrait être éloigné. C'est ça qui me fascine le plus, c'est la capacité
cas Trump a renversé comme cela les alliances, a renversé un ordre qui était jusqu'à présent un ordre globalement favorable aux États-Unis pour aller vers des notions qui conviennent à la Chine et à la Russie. Donc ce sera un legs historique assez tragique, je trouve, pour les États-Unis, d'en arriver à constater que celui qui donne le plus la main aux ennemis de l'ordre occidental, entre guillemets, c'est Donald Trump. Comprenne qui pourra, comme aurait pu dire le président Pompidou. Vous êtes d'accord avec ça, Alain Frachon? Je vous laisse le mot de la fin. Tout à fait. Je pense que, je dirais comme Jean-Marie, que ce précédent ouvre un boulevard à Xi Jinping pour Taïwan. Et je vous rappelle que Xi Jinping a demandé à l'armée chinoise d'être prête à organiser un blocus, voire un débarquement à Taïwan d'ici à 2027. Donc, on est très proche de cette échéance et qui justifie tout à fait par les mêmes arguments que ceux qui sont dans le document stratégique du 5 décembre américain, c'est-à-dire qu'une grande puissance a droit à une zone d'influence, qui justifie aussi le discours de Vladimir Poutine en Ukraine. Après tout, que voulait faire Vladimir Poutine en Ukraine le 24 février et dans les jours qui ont suivi? Aller à Kiev, s'emparer de Zelensky à Kiev et le faire juger par un tribunal à Moscou. Et donc oui, on a ici 3 chefs d'État, Xi Jinping, je reprends exactement ce que dit Jean-Marie, 3 chefs d'État, Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine, qui estiment que le monde doit maintenant être organisé en tenant compte du fait que les superpuissances ont droit à une zone d'influence, alors que l'ordre occidental, instauré par les États-Unis en 1945 et qu'on pensait pouvoir renouveler et développer à la fin du conflit entre l'Occident et les Soviétiques en 1990, si vous voulez, cet ordre occidental était fondé sur le fait suivant: les droits d'un pays ne dépendent pas de sa taille. Et c'est d'ailleurs ce que dit la Charte des Nations Unies. Les pays ont les mêmes droits à la sécurité, l'inviolabilité de leurs frontières, etc. C'est fini. L'ordre international que veulent instaurer Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, c'est que non, les grands pays ont des droits supérieurs aux petits pays. Eh bien voilà, l'année 2026 commence bien. Merci à tous les deux pour cet épisode anticipé. Comme chers auditeurs, auditrices, vous l'entendrez. Évidemment, vu l'actualité, nous avons enregistré plus tôt cette semaine. On se retrouvera néanmoins ce vendredi pour votre édito politique, Jean-Marie Colombani. Et puis demain, vous aurez New Deal, l'actualité américaine. Là aussi, il sera certainement question du Venezuela. Merci beaucoup Alain Frachon, merci Jean-Marie Colombani. À très bientôt. Merci Hélène. Au revoir Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.